Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Il faut qu'on parle d'Eurodreams. Eurodreams a été lancé, un mois déjà, ça fait un mois que ça a été lancé. Tout à fait. Je rappelle Eurodreams pour ceux qui ont loupé, qui vivent dans un bunker. C'est un nouveau loto européen qui permet de gagner 20 000 € par mois pendant 30 ans. Est-ce qu'on peut faire déjà un premier bilan? Est-ce que c'est vraiment un carton auprès des joueurs, ces premiers Eurodreams? Ou c'est trop tôt? Alors, est-ce qu'il y a des chiffres? Il faut toujours rester prudent quand on fait des évaluations. Mais ce qu'on peut dire sur la base du premier mois, c'est que le premier mois est tout à fait à la hauteur de nos attentes, même peut-être supérieur à la hauteur de nos attentes. D'un point de vue commercial, on parle de ça. D'un point de vue commercial. Quelques chiffres, au-delà de dire que c'est en ligne? Alors, c'est sur un mois, ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'on peut dire sur un mois, c'est que on a eu au niveau de la communauté 130 millions de mises sur Eurodreams, dont 40% réalisés par FDJ. Donc nous sommes le plus gros pays de la communauté. Il y a 8 pays, c'est ça, 8 pays. Il y a 8 pays et 9 loteries. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails techniques sur la Suisse qui est en 2. Et ce n'est pas seulement la communauté européenne, donc c'est la communauté Euromillions, sans le Royaume-Uni qui a déjà un jeu de rente. Voilà. Mais on va essayer d'éviter toute cette... Donc pour revenir à votre question... Donc 40% venant... 40% sont réalisés par la Française des Jeux. Donc nous sommes le plus gros contributeur à ce jeu. On est sur des niveaux de prise de jeu hebdomadaires qui sont tout à fait bons, puisque Eurodreams est en train de rentrer dans le top 10, voire même un peu plus étroit que cela de nos jeux. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Je ne vais pas vous donner... Encore une fois, les chiffres sur un mois, ça n'a pas forcément de sens. C'est en ligne, c'est en croissance d'une semaine sur l'autre aussi? C'est très dynamique depuis le début et ça reste très dynamique, puisqu'on a donc 2 tirages par semaine. Donc on l'a pu observer, encore une fois, c'est 2 tirages par semaine depuis un gros mois. Oui. Donc et ça là, on a eu 2 Françaises, je dis, on a eu 2 Françaises. 2 Françaises en l'occurrence qui ont gagné. Et surtout, dans les indicateurs très importants pour nous, il y a le fait que donc non seulement on a ce niveau très dynamique depuis le début et qui se maintient, et on a aussi un niveau de mise en ligne qui est le plus élevé de nos jeux. Ça faisait partie de nos objectifs. C'est un jeu de tirage. Donc les jeux de tirage sont naturellement des jeux qui sont très favorables au canal digital, qui est un canal très important pour notre développement. Et sur Eurodreams, on a 40% des mises qui sont faites en ligne, ce qui est le taux le plus élevé de l'ensemble de nos jeux, y compris plus élevé que nos grands jeux de tirage, comme Euromillions, qui déjà lui-même peut atteindre 30% de mise en ligne. Parce que l'objectif, c'est aussi, on l'a compris, vous l'avez dit, d'attirer un public plus jeune. Et quelque part, c'est le cas au travers du canal digital. Alors, c'est le cas, c'est un jeu qui a été conçu pour être un jeu avec une forte composante digitale. Je crois qu'au-delà du canal digital, on voit que c'est un jeu, et ça c'est les études qu'on a menées avant, qui correspond aussi à une promesse peut-être qui n'était pas remplie à travers nos jeux, qui est d'avoir un jeu de rente, d'une rente donc très significative que vous avez citée. Et c'est manifestement, à travers les études qu'on a faites, c'est quelque chose que les joueurs dans les marchés d'aujourd'hui, pas seulement en France, que les joueurs trouvent intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être attirés par de gros jackpots à Euromillions, comme celui qu'on a connu vendredi. Ouais. Voilà, donc on a bien, c'est complémentaire par rapport à Euromillions. Il n'y a pas de risque de cannibalisation? Il y a toujours un peu de cannibalisation qui est possible, ça fait partie des choses qu'on regarde, mais on a fait le pari que ça correspondait bien à 2 promesses différentes. Un capital, une rente. Un capital, une rente. En plus, il y a donc un tirage, il y a 2 tirages pour Eurodreams, il y en a 3 sur Euromillions. Il y a un tirage qui était le jeudi soir où il n'y avait pas du tout de tirage ni de loto ni d'Euromillions. Donc ça remplit en quelque sorte aussi un calendrier de tirage, mais surtout ça correspond à une promesse différente. Et c'est celle-là, semble-t-il, qui est aussi plébiscitée par une catégorie de clients potentiels qui peut-être viennent aussi via le digital. Et on retombe sur cette catégorie de jeunes adultes qui trouvent que c'est une promesse intéressante.
Le Keno, il devient quoi là-dedans? Parce que le Keno, je ne suis pas un expert, mais le Keno, c'est ça aussi, non Non, mais le Keno, ça n'a rien à voir. C'est pas un jeu de... Ça n'est pas une rente versée pendant 20 ans ou 30 ans. Donc ça n'a pas de... Il n'y a pas de lien. Par ailleurs, le niveau de ce que nous promettons à travers Eurodreams, grâce au fait que nous sommes dans un système communautaire où on met nos mises en commun, on n'est pas du tout sur le même type de promesses. Pour 2,50 €, je ne l'ai pas dit, c'est une chance sur 19 millions de remporter cette rente de 20 000 € par mois pendant 30 ans. C'est plus qu'évidemment que sur l'euro-million, une chance sur 139 millions, c'était bien de le rappeler. Est-ce que vous faites, j'imagine que oui, des business plans, entre guillemets, sur ce surcroît de revenus qu'on est en droit d'attendre à la Française des Jeux, en lien donc avec cet Eurodreams? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que vous communiquerez bientôt dessus? Est-ce qu'on a un peu... Alors nous, on communique au moment où on doit communiquer, c'est-à-dire au moment de nos résultats annuels, où effectivement on injectera dans notre guidance de 2024 et des années suivantes nos espérances sur Eurodreams sur la base de ce qu'on aura cette fois-ci constaté sur 3 mois. Voilà, donc ça sera un petit peu plus, un petit peu plus étayé. Ce qu'on peut dire de toute façon, c'est que Eurodreams, nous l'avons effectivement lancé dans le cadre d'une stratégie dans laquelle nous voulons renforcer nos jeux de tirage, qui sont des jeux qui ont plusieurs très bonnes caractéristiques. L'une, c'est d'être des jeux qui ne présentent pas de risque d'addiction, parce que, en fait, compte tenu du niveau de chance qu'on a, ce sont des jeux où on joue pour tenter sa chance, mais on n'est pas dans une logique d'intensité, de risque d'intensification. Deuxièmement, ce sont des jeux qui, effectivement, sont des jeux qui ont une forte composante aussi digitale. Donc ce sont à la fois des jeux qui sont moins risqués peut-être que d'autres, que nous avons rebasés en essayant de les rendre moins risqués comme Amigo cette année, et qui nous permettent d'aller chercher un public très large sur des canaux de distribution à la fois en physique et en digital. Donc pour nous, c'est vraiment une composante stratégique, et effectivement, on aura l'occasion d'en parler, de la factualiser. Lors des résultats annuels. Lors des résultats annuels, c'est-à-dire le 7 février prochain de mémoire. Le rendez-vous est pris. Eurodreams a vocation à devenir un blockbuster, vous écoutez? Je ne sais Oui. pas si c'est une terminologie qu'on peut utiliser aussi. Oui, si, un blockbuster, un jeu iconique, on pourrait dire, si on prend un mot français. Voilà, donc un de nos jeux iconiques, certainement, c'est ce que nous souhaitons. Bon, je lisais cet article du Monde, certains diront que c'est accessoire, mais c'est marrant de dire qu'effectivement, si l'inflation reste élevée, telle qu'on l'a eu cette année, dans les 20 prochaines années, eh ben, la rente mensuelle, évidemment, perdra en valeur en comparaison avec évidemment le versement d'un capital. Aujourd'hui, le Monde a calculé que si on restait sur le niveau d'inflation actuel, le pouvoir d'achat de cette rente mensuelle de 20 000 € serait divisé par 3 ou 4 au moment du dernier paiement en 2053. On fait mal aux mouches, comme dirait peut-être Jacques Chirac. Mais voilà, je ne commenterai pas les citations de Jacques Chirac. Je pense qu'à ce stade, manifestement, ce n'est pas ce que pensent nos clients, puisqu'en fait, ils voient ça quand même comme un plus. Donc je pense que la promesse n'est pas diminuée, puis ça suppose effectivement une prévision sur l'inflation que le Monde manifestement est capable de faire sur 30 ans, donc je les félicite. Pardon. C'était théorique. Et puis quand on voit l'inflation, on voit bien qu'elle est en train de revenir tout doucement. Voilà, je pense qu'on peut tous souhaiter aussi qu'effectivement l'inflation soit en train de diminuer. Bon, on reste dans une période effectivement d'inflation, mais moins élevée que prévu. Et donc, à 30 ans, je pense que... C'est intéressant ça, l'inflation. Comment ça se répercute sur les mises, sur le prix des jeux? Alors, nous ne transférons pas à nos clients l'inflation dans le prix du jeu. Nous n'avons pas augmenté le prix du ticket de loto, du ticket de grattage à raison de l'inflation. Donc, c'est quelque chose que nous absorbons dans nos coûts, mais que nous ne transférons pas à nos clients. Et par ailleurs, ce qu'on peut observer, si on pose la question qui est est-ce que le pouvoir d'achat de nos clients serait affecté par l'inflation, et est-ce qu'ils, du coup, ils arbitreraient en réduisant leurs dépenses chez nous? C'est évidemment une question qu'on se pose tous les jours. Jusqu'à ce stade, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, ça ne se voit pas parce que nous restons une petite dépense de divertissement dans un panier de loisirs. Et donc, c'est aussi ce qui nous protège, c'est le caractère faible de la dépense moyenne de nos clients sur nos jeux, surtout sur la loterie, évidemment.
Petite question, Stéphane Pallez, petite question pratique. Si le vainqueur d'Eurodreams devait mourir avant le terme des 20 ans, il se passe quoi sur Alors, eh bien, ses héritiers... Alors, vous me posez la question, mais ça peut Non, mais c'est une question qui a été posée depuis le début et c'est tout à fait normal. Donc, on souhaite une bonne santé à tout le monde. On souhaite une bonne santé à nos clients. Mais effectivement, les héritiers récupèrent cette rente en capital pour le coup. En capital. Parce que là, ça devenait un peu compliqué. Oui, d'un point de vue juridique, c'est vrai que c'est... Voilà, donc c'est prévu. C'est prévu et j'espère que ça ne se produira pas. Oui, évidemment. Juste mi-octobre, Stéphane Pallez, vous disiez viser un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 5%. À l'époque, vous aviez un petit peu revu légèrement, c'était autour de 5%, voilà, d'ordre de 5%. Vous y serez, il n'y a plus d'aléa là-dessus maintenant? Alors, c'est 5%, donc pas à périmètre constant, on est d'accord. C'est très important, puisque c'est donc effectivement quelque chose qui tient compte que du fait que, d'une part, nous avons effectivement une croissance qui a été un peu plus faible cette année sur la loterie en raison... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc il s'est passé deux choses. Alors, une chose qui fait partie de la vie des opérateurs de loterie, qui est que notre chiffre d'affaires est lié à ce que nous appelons les cycles longs. Autrement dit, il est lié au fait que les jackpots continuent à grimper dans les niveaux les plus élevés sans être gagnés au niveau en dessous. Et plus nous avons de cycles longs, plus nous avons de joueurs, puisqu'il est statistiquement parfaitement mesuré qu'un certain nombre de gens ne jouent à Euromillions que quand sont franchis des seuils qui sont 50, 100, 200 millions d'euros. Voilà. Donc quand nous n'avons pas de chance en tant qu'opérateur, mais que nos joueurs gagnent vite ces gros jackpots, eh bien nous avons un chiffre d'affaires qui est moindre et les jeux de tirage comme Euromillions représentent une part importante de notre activité. Donc cette année, on a subi cette perte de chance de l'opérateur qui se compare en plus à une année précédente, à un semestre précédent en particulier l'année précédente, qui était exactement inverse. Voilà. Donc ça c'est de l'aléa. Ma question c'est quelle visibilité maintenant, une fois qu'on a dit ça, sur 2024? Nous sommes dans un aléa statistique qui fait partie de notre métier. Donc nous, on fait une hypothèse moyenne qui tient compte de la statistique, mais qui n'est absolument pas modifiée par ce qui s'est passé cette année, puisque cette année, nous avons eu la probabilité qui a joué de la manière la plus extrême sur le plan négatif, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle va jouer de même manière. Oui, c'est bien de le rappeler. On est dans l'aléa, c'est vraiment de l'aléa. Donc nous sommes sur une hypothèse moyenne et évidemment quand cette hypothèse joue en notre faveur, nous avons plus de chiffre d'affaires, personne ne me demande pourquoi j'ai plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, on parle des trains qui arrivent en retard. C'est normal, c'est la vie et c'est tout à fait normal. Donc ça c'est l'aléa de notre secteur. Après il y a un deuxième élément, lui qui ne vient pas de l'aléa et qui est le fait que nous avons revu à la demande de notre régulateur, l'Autorité nationale des jeux, un jeu qui s'appelle Amigo, qui est un jeu de tirage fréquent en point de vente et qui est un jeu qui présente des risques plus forts d'intensification que d'autres jeux dans notre gamme. Donc le régulateur nous a demandé en 2022 de faire une nouvelle formule qui est rentrée en vigueur en 2023, en juin 2023, et cette formule a engendré moins 25% de baisse des mises sur ce jeu. Donc là, on est sur quelque chose qui est un nouveau jeu, une nouvelle formule. Donc on en subit l'impact cette année. On continuera de le voir dans les premiers mois de l'année 2024, puisque, encore une fois, on aura une année pleine sur laquelle ce jeu sera restabilisé seulement en juin 2024. Donc voilà, mais ça, maintenant, on sait le factorer puisque cette baisse de moins 25 est liée et elle est stable, si je puis dire. Donc on a quelque chose. Donc ça, c'est les deux raisons pour lesquelles notre niveau de croissance, qui devait être à périmètre constant plutôt entre 4 et 5, maintenant, on parle plutôt sur ce périmètre constant de quelque chose qui est autour de 2%. Et qu'on va faire effectivement. C'est ce qui explique le cours, le reflux du cours. Il faut rappeler que depuis l'introduction en bourse, c'est un succès évidemment, le cours a quasiment doublé. On était jusqu'à 50 € au mois de juin, on est autour de 35 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Le soufflet est retombé? 50 €, juillet 2021. Juillet 2021. Oui. Donc nous sommes en 2023 et donc là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc juillet 2021.
2021, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'appelle l'annonce de l'enquête, de l'ouverture de l'enquête de la Commission européenne pour aide d'État. Et donc, c'est quand même d'abord ce facteur-là qui nous a fait changer de niveau. Voilà. Après, on a eu, comme tout le monde, différents épisodes dans notre croissance. L'aspect baisse de croissance de cette année, qui par ailleurs s'est accompagné de notre message très clair sur le fait qu'on maintenait notre taux de marge et qu'on allait non seulement maintenir, mais qu'on allait avoir une très bonne perspective de distribution, puisque nos résultats financiers vont être meilleurs cette année. Et donc c'est ce qu'on a dit notamment au troisième trimestre qui a été bien compris. Donc j'allais dire, ça, c'est pas tellement le sujet principal qui explique notre cours. Donc pèse sur notre cours un aléa qui est l'issue de cette enquête de la Commission européenne. Donc vous allez me demander, donc je fais les questions et les réponses. Vous allez me demander quand est-ce que c'est fini. Je vais vous dire que j'aimerais que ce soit déjà fini, que je pense que le dossier est tout à fait maintenant en état d'être conclu, mais que je ne suis pas la Commission européenne. Donc c'est une épée de Damoclès. Voilà, donc c'est une épée de Damoclès que les investisseurs n'aiment pas, et je peux tout à fait comprendre ça, parce que je ne l'aime pas non plus, mais j'espère en voir la conclusion bientôt. Voilà. Et je pense que l'autre facteur quand même, c'est que on est quand même dans un environnement par rapport à l'IPO de taux d'intérêt et de rendement qui est quand même très différent. Ça, on est d'accord. Je pense que ça, c'est quand même un facteur fondamental. 4,7% de rendement aujourd'hui sur le cours de l'action. Voilà, donc nous sommes une action qui reste bien rémunérée. Ouais. Et ça, évidemment, la valeur de l'action a aussi un petit aspect, mais néanmoins, nous restons une action qui est très bien rémunérée, avec 80 à 90% de notre résultat qui est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires, et donc des perspectives de rendement qui sont excellentes, et surtout qui gardent un caractère extrêmement régulier, récurrent, prévisible, et ça, je pense, c'est ça qui fait la force de FDJ. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les gens se sont dit, mais dans un monde où les taux continuent à augmenter, qu'est-ce qu'on peut attendre comme compétitivité d'un actif comme la Française des Jeux? Je pense que de ce point de vue-là aussi, l'environnement de stabilisation de l'inflation et de l'évolution des taux est également un facteur qui devrait nous permettre de retrouver des couleurs, comme d'ailleurs on l'a vu dans les quelques semaines récentes. Voilà, on vous le souhaite. Merci de passer nous voir. Stéphane Pallez, la présidente, directrice générale, la PDG donc de la Française des Jeux, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama, retrouve à 14h en replay. Merci à vous. Merci.